il y a une compréhension, il me semble, de la communauté internationale qu'Israël a le droit de réagir, a le droit de faire la guerre, puisque c'est une guerre qui a été imposée par le Hamas. Maintenant, la manière de faire cette guerre et la gestion au niveau opérationnel, et là vous parlez d'une entrée au niveau terrestre, reste une décision qui appartient seulement, et je dis bien seulement, à l'État d'Israël. Vous restez avec nous, colonel. Retour dans ce studio avec vous, général. On passe du colonel au général. Général Vincent Desportes, quand vous entendez le porte-parole de Tsahal qui dit qu'il n'y a pas de dilemme et qui insiste sur la légitimité d'Israël à se défendre, ce que pour le coup, les chefs d'État occidentaux ont dit les uns après les autres, estimant que la guerre avait été déclarée par le Hamas et qu'Israël avait le droit de se défendre. Y a-t-il malgré tout un dilemme ? C'est-à-dire, on comprend bien que c'est compliqué pour le porte-parole de Tsahal de le dire comme ça, mais vous qui avez ce recul, y a-t-il un dilemme malgré tout ? Il y a un dilemme parce que le problème d'Israël, c'est que Israël doit lancer quelque chose, faire quelque chose. Mais en même temps, les Israéliens savent bien au fond d'eux-mêmes que cette guerre ne produira pas les résultats qu'ils souhaitent. Cette guerre ne réussira pas à détruire le Hamas. Le Hamas, c'est d'abord une idéologie. La destruction d'Israël, cette idée ne sera pas détruite. Elle sera peut-être même exacerbée par ces combats. Le deuxième but, c'est la libération des otages. Et on sait bien que dès que l'opération sera lancée, les otages, beaucoup d'otages vont périr du fait même de cette opération. Donc on voit bien qu'en même temps, il y a cette volonté, cette nécessité de faire quelque chose et en même temps le sentiment d'être dans une impasse. Et je crois que c'est ce qu'ont compris les dirigeants occidentaux. On dit que le président Biden a obtenu, malgré ce qui vient d'être dit, le recul de l'attaque terrestre. Je pense que le président Macron va faire la même chose parce que sauver des otages, ça se fera avant. On peut penser que le Hamas libère au compte-gouttes pour gagner du temps. Et on voit deux ont été libérés la nuit dernière, deux quelques jours avant, pour laisser entendre qu'effectivement, ils sont prêts à en libérer au compte-gouttes. Exactement. Et donc chacun cherche à gagner du temps dans cette affaire-là. Après, il y aura une estimation militaire de Tsahal qui veut dire qu'il faut y aller maintenant. Ensuite, il y aura des intérêts politiques. Ce qui est compliqué, c'est que la guerre, ça sert à quoi ? Ça sert à détruire une menace, mais ça sert aussi surtout à créer les conditions politiques de l'après-guerre. Or, on voit bien que cette guerre qui aura inévitablement des conséquences graves en termes de victimes du côté des Gazaouis et du côté des Israéliens, va au contraire détruire sur le plan de la menace, certes, mais sur le plan de la construction du monde d'après, ça vous paraît très compliqué, c'est bien ça, général ? Exactement, il y a toutes les chances pour que cette guerre rende encore plus compliqué l'établissement d'un système de paix durable dans le Moyen-Orient. Et en même temps, serait-il envisageable pour Israël de ne pas répondre ? Non, mais Israël va le faire. Mais on voit bien, et c'est le problème de cette crise, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution qu'Israël doit faire, ne serait-ce que pour des considérations de politique intérieure. Il n'y a aucune chance que le Premier ministre Netanyahou ne déclenche pas cette opération parce qu'il en a besoin, ne serait-ce que pour lui-même, et puis pour que le peuple israélien se sente protégé. Mais en même temps, le Premier ministre Netanyahou sait que ça n'amène pas à une solution politique, au contraire. Vous estimez même, général, qu'il s'agit de la part du Hamas, non pas seulement d'une déclaration de guerre, mais même d'un piège. C'est Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, je vais vous le dire. D'abord, moi, je ne crois pas que c'est une déclaration de guerre de la part du Hamas, c'est du terrorisme, c'est pas une guerre. Je crois qu'il faut le rappeler. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Bon, pourquoi est-ce que c'est un piège ? Le Hamas savait ce qui allait se passer. Il se passe exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la question palestinienne avait été reléguée en 4e division. Il y avait une exit stratégie de l'Occident qui ne se préoccupait plus de ce problème. La volonté du Hamas, c'est quoi ? C'était de ramener la question palestinienne sur les plateaux. Elle y est maintenant. Donc, le Hamas a gagné. Et plus on aura de victimes gazaouis, et plus ce problème va repasser au premier plan. Et au fond, le Hamas se fiche complètement, évidemment, du nombre de victimes dans la population palestinienne, même ça l'arrange. Maintenant, les images... Plus il y a de victimes, au fond, plus ça sert sa propagande ou sa manière d'attiser les colères arabes. Bien sûr, on a vu le grand mensonge de l'hôpital Al-Ali, dans lequel il y a eu des morts, quelques dizaines, mais sûrement pas des centaines. Jusqu'à 800, disait-il, et surtout, ça n'est pas le fait d'Israël, mais d'une requête palestinienne. Exactement. On voit que le Hamas est d'abord dans une guerre de communication. Et d'abord dans une guerre de communication pour
reprendre cet avantage, pour reprendre le narratif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le positionnement des pays arabes autour d'Israël se fait en fonction de ce narratif qui est repris par les populations arabes et que les dirigeants sont bien obligés de suivre. Il joue sur les opinions publiques arabes, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, et c'est ce qui s'était passé avec le problème de l'hôpital. Il joue aussi sur les médias. On a vu que terriblement cette fausse annonce de 800 morts dans un tir qui aurait été ciblé par Israël sur un hôpital, ça a été repris, y compris par des très grands médias internationaux qui ont certes fait un mea culpa ensuite, mais qui avaient malgré tout mis ça à leur une. C'était le cas du New York Times. C'est peut-être pour ça, et c'est vers vous que je me tourne, colonel Olivier Rafovic, que vous avez dessiné d'une sorte de tournant hier dans la relation aussi aux médias, puisque vous avez décidé hier, vous, Tsahal, de montrer à la presse du monde entier des images insoutenables, filmées par les terroristes eux-mêmes du Hamas, qui se filmaient en train de commettre les atrocités. Est-ce que vous aviez peur que si vous ne montriez pas cela, on ne vous croit pas ? Vous soulevez ici la question principale de la politique de communication d'Israël. En général, on ne veut pas montrer nos morts, on ne veut pas montrer les victimes. Et là, on était obligé véritablement de montrer parce que nous sommes face à des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire ce qui s'est passé ici, le massacre, l'amplitude du massacre. Vous êtes avec moi, je perdu la... Oui, je vous entends Allô? parfaitement. Je vous entends parfaitement, colonel. Allez-y. Et donc, on a décidé donc de montrer cela à la presse internationale. Et au-delà de cela, on a également hier soir décidé avec le Shin Bet, le service de renseignement israélien intérieur, de divulguer une série d'interrogatoires qui ont été faits avec les terroristes. Et certains, par exemple, expliquent qu'ils ont tué des juifs. Ils parlent de juifs, ils ne parlent pas d'israéliens. C'est le mot Yaoud qui est employé par le Hamas et non pas israélien. Et un, par exemple, raconte qu'il appelle sa mère au téléphone en disant « Maman, j'ai tué 10 juifs ». Et de l'autre côté, il y a des cris de joie. C'est-à-dire qu'il y a un soutien des familles, en tout cas des terroristes, dans cette action de massacre de masse, de massacre génocidaire. Et c'est vrai qu'on a eu besoin cette fois-ci de devoir montrer des images insoutenables parce qu'on a eu des gens qui ont posé des questions presque avec un doute sur la véracité de ce massacre qui reste pour nous le pire des massacres dans l'histoire de l'État d'Israël. Juste pour vous dire qu'en une journée, le 7 octobre 2023, nous avons perdu plus de morts qu'en 2 ans de deuxième intifada qui avait été elle-même terrifiante avec les bombes dans des autobus, vous vous souvenez, dans des cafés, dans des restaurants. En une journée, Israël a perdu 1400 personnes et c'est un choc pour nous, une sidération. Et aujourd'hui, pour revenir juste à la question que vous avez posée tout à l'heure au général, non, ce n'est pas une guerre contre des terroristes, parce que le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est également le régime en place dans la bande de Gaza. Et ce qu'il a fait ici, c'est un massacre, de tout un régime du Hamas dans la bande de Gaza pour essayer de détruire dans une attaque de masse l'État d'Israël. Et si nous ne réagissons pas à cette attaque de masse, elle peut être ressentie par d'autres groupes terroristes à côté de chez nous et bien au-delà de chez nous comme une faiblesse et d'Israël et de l'Occident face à cet islamisme intégriste de la pire espèce. Donc nous devons réagir et donc c'est une guerre. Ce n'est pas un acte terroriste, c'est une guerre. Et je rappelle que le 7 octobre au matin, Ismaël Haniyeh, Yahya Sinwar et Mohamed Def, les 3 têtes du Hamas, ont déclaré la guerre à l'État d'Israël. Ce n'est pas une attaque de quelques groupes ou de quelques groupuscules, c'est une déclaration de guerre qui a été préparée à l'avance, effectivement. Semble-t-il que les Iraniens et d'autres éléments sont derrière également cette décision du Hamas, mais Israël aujourd'hui est en guerre totale contre le Hamas, et nous allons mener cette guerre de manière totale. Je pèse mes mots. Merci, colonel. Quand vous parlez, et là je reviens avec vous, général, vous avez été le directeur de l'école de guerre. Quand on entend le porte-parole de Tsahal qui dit « nous sommes en guerre », totale, qui évoque également le lien avec l'Iran. Vous vous êtes interrogé justement sur ce risque de sombrer dans une forme de guerre
mondiale, pour ne pas dire juste totale et locale. Est-ce que ce risque apparaît aujourd'hui ? Il apparaît. Alors, guerre mondiale, moi, je n'irai pas exactement aussi vite parce que... Ou guerre élargie, disons. Élargie, parce qu'aucune grande puissance n'a aucun intérêt à une nouvelle guerre mondiale. On rappelle tout de même qu'il y a 2000 soldats américains qui sont postés avec l'un de leurs plus gros porte-avions dans la région en support. Hein. Vous avez raison, mais qui sont là justement pour dissuader l'Iran de se lancer dans une démarche qui pourrait, elle, entraîner une guerre mondiale. On est dans une démarche de dissuasion. Le colonel a raison, il faut qu'Israël rétablisse sa crédibilité qui a été perdue le 7 octobre en termes militaires. Et là, les États-Unis doivent aussi retrouver cette crédibilité-là qui a été entamée parce que même les États-Unis n'avaient pas vu venir les services secrets, effectivement israéliens, ni américains n'avaient décelé les préparations de ce qui apparaît comme, et d'ailleurs le colonel le disait à l'instant, une déclaration de guerre et un massacre très préparé. Mais absolument. Alors, on peut aller vers une guerre mondiale. On se rappelle qu'un homme qui était archiduc tué à Sarajevo entraîne 20 millions de morts. Donc là, il y en a eu 1400. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Et personne ne domine la guerre. Mais le risque de guerre mondiale me paraît, pour l'instant, pas avéré. Ce qui est presque avéré, c'est le risque d'élargissement. On voit les tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël, et il est tout à fait possible que le Hezbollah décide de se lancer dans... Alors, on verra comment... Et là, ça concerne la frontière nord d'Israël, la frontière avec le Liban. Il y a la Cisjordanie. On voit bien que la situation est extrêmement tendue, que la colonisation incendiaire lancée par Netanyahou, approuvée par Trump en son temps, a exacerbé complètement les tensions, était une des causes probablement des affaires du 7 octobre. Pas la seule, mais probablement un des éléments qui a conduit à ça. Il peut se passer des choses à Jérusalem et peut-être que l'Iran va s'y mettre. Non, le risque d'embrasement régional, lui, est avéré, bien sûr. Merci.